je m'appelle Nicolas Dematé, donc je suis vice-président du tribunal de commerce de Montpellier, juge depuis 20 et quelques années. Ça fait longtemps. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite, très rapide petite présentation des tribunaux de commerce en général en France, une mission du tribunal de commerce, et puis après on embrayera sur les difficultés d'entreprise parce que c'est ça qui nous intéresse. Et on essaiera de voir un petit peu tout ce que le législateur a prévu pour éviter les catastrophes, éviter les défaillances d'entreprise. Et il y a énormément de choses qui sont disponibles et que malheureusement, le chef d'entreprise ne connaît pas ou il l'apprend beaucoup trop tard. Donc voilà un petit peu ce sur quoi je vous propose de discuter ce soir. Et puis, moi, je prévois un quart d'heure, 20 minutes de maximum de présentation. Puis après, s'il y a des questions, on pourra y répondre plus dans le détail. Donc, l'institution des tribunaux de commerce, elle est très ancienne en France. Elle date de la fin du XVe siècle et elle n'a pas énormément changé dans la forme, dans sa forme aujourd'hui. Ça a toujours été des juges professionnels, des juges non professionnels, des juges élus qui ont rendu la justice commerciale en France. Montpellier est un des premiers tribunaux qui est apparu en 1474. Hein. Donc ça n'a pas beaucoup changé depuis ce temps-là. Et ensuite, eh bien, il y a eu la Révolution française qui a conforté ce système, et puis ensuite le Code de commerce qui est arrivé un peu plus tard, en 1800. Aujourd'hui, il y a 134 tribunaux de commerce qui assurent le service public donc de la justice économique en France. C'est une justice de premier degré, hein, donc il y a toujours une faculté d'appel, puis après éventuellement on peut aller en cassation si besoin. Il y a 3400 juges sur le territoire national qui assurent la justice commerciale. Ce sont des juges non professionnels, des juges élus, et c'est ce qui leur donne la légitimité. Et pour être juge, il y a un certain nombre de conditions à remplir. Il faut une condition d'âge. Bien évidemment, il faut avoir un casier judiciaire vierge, ça paraît évident. Il faut être mandataire social, d'autres choses. D'ailleurs, si parmi vous, en chambre d'entreprise, vous êtes intéressé par ce mandat, ben, il ne faut pas hésiter. On y apprend beaucoup de choses. C'est un mandat qui est assez exigeant, mais on y apprend énormément de choses et c'est toujours très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'il y a au sein du tribunal? Il y a les juges d'un côté, et puis évidemment, ensuite, il y a les auxiliaires de justice qui travaillent dans le cadre de ce tribunal, le greffe, c'est évident, on en parlera après, et puis tout ce qui concerne les administrateurs et mandataires judiciaires, qui sont là plutôt dans le cadre de la difficulté des entreprises. On va revenir après sur leur rôle un petit peu plus précis dans la suite de l'exposé. Donc, les principales missions des tribunaux de commerce en France. D'une part, bien sûr, la formalité des entreprises, c'est ce qu'on a vu avec le greffe, inscription, radiation, enregistrement des actes, enfin tout ce qui concerne, disons, les inscriptions de lentissement, de privilèges, etc., tout ce qui est officiel. Ça, c'est la première chose, c'est très important, le registre du commerce, la publicité des affaires. Ensuite, il y a toute la partie contentieux, les conflits qu'il peut y avoir, les litiges entre associés, entre commerçants, entre entreprises, entre artisans. Donc, tous ces contentieux viennent devant les juges. Ce sont des formations de 3 juges qui vont trancher les litiges, toujours au premier degré. Bien évidemment, il y a aussi une mission de règlement à l'amiable des litiges. Un juge va toujours essayer de concilier les parties. Et c'est de plus en plus inscrit dans la loi. Il y a une obligation d'ailleurs de tenter une conciliation avant tout jugement au fond. Ça, c'est important parce qu'il vaut mieux, comme je dis toujours, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Ça, c'est évident. Il faut toujours essayer de concilier. Et puis, bien évidemment, la dernière partie très importante, le traitement des difficultés des entreprises qui concerne un gros morceau de notre activité. Pas en ce moment. C'est assez étonnant, mais comme je disais tout à l'heure, c'est incroyable, mais on s'embête au tribunal, on a très peu de dossiers, ou que des tout petits trucs, puisque le nombre de dépôts de bilan s'est effondré
depuis le début du Covid. C'est l'effet PGE. C'est l'effet PGE, c'est l'effet l'URSSAF n'assigne plus, par exemple. Bon, voilà, il y a tout un tas de raisons qui expliquent cela, et puis le rebond économique aussi. Est-ce que c'est pas un peu l'arbre aussi qui cache la forme? Voilà, ça c'est toute la question que tout le monde se pose. Mais nous on se dit dans 6 mois on va voir le coup venir, mais bon, on le voit toujours pas venir. C'est très difficile de prévoir, on ne sait pas. Mais effectivement, clairement, en ce moment, je ne vais pas dire qu'on n'a rien à faire, mais c'est assez impressionnant. Donc voilà pour les 4 missions: formalité des entreprises, contentieux général. Ça, je vais quand même en dire un mot sur le contentieux général. Mode amiable de règlement des différends, c'est-à-dire tentative de conciliation des parties lorsqu'il y a un souci, hein, et puis règlement des difficultés d'entreprise, toutes les procédures dont on va parler après, qui permettent d'essayer de sauver le plus possible les entreprises. Le contentieux général, qu'est-ce que c'est? Parce que peut-être qu'un jour, vous serez confronté à ça, à venir devant les juges pour... ce sont un tas de litiges qui peuvent avoir lieu sur des contrats, des différents entre associés, des factures impayées, tout un tas des problèmes d'assurance ou autres. Et donc les juges peuvent être saisis de la même manière qu'en matière civile, par assignation, par enquête conjointe, en référé quand ce sont des affaires qui sont urgentes et qui demandent de prendre des décisions provisoires, ou également ça peut être des requêtes en injonction de payer. Ce sont des procédures qui sont très rapides, non contradictoires, donc c'est très facile à mettre en œuvre quand vous avez des factures à payer. Vous pouvez faire une requête en injonction de payer et ça vous permet d'obtenir une décision excessivement rapide. Alors pour terminer cette partie présentation rapide du tribunal, pourquoi est-ce que ce sont des juges élus? C'est très régulièrement, c'est remis en cause à la faveur il n'y en a pas eu depuis un bout de temps, mais bon... d'un scandale, parce qu'on dit oui, mais il y a des compromissions entre les juges. Forcément, dans le passé, il y a forcément eu des choses, hein, on est tous des humains, mais ça n'a pas changé depuis le XVe siècle, parce que la matière économique, c'est quand même une matière qui bouge beaucoup, qui est très évolutive, où on a besoin d'aller vite, et donc on a besoin de juges qui connaissent en fait l'entreprise, qui connaissent le milieu économique et qui sont à même d'aller vite dans les décisions qu'ils prennent. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles effectivement ça continue à perdurer. Ça coûte pas cher aux contribuables, hein. C'est totalement bénévole, on n'est pas payé pour ça. Même nos robes, on doit se les payer. Et du coup, c'est une des raisons pour laquelle effectivement c'est resté en l'état. Je pense que quand on regarde le taux d'appel que l'on a sur nos décisions de premier degré, il est excessivement faible à Montpellier. 10% de nos affaires donnent lieu à appel. Et de ces 10%, ce qui est déjà pas beaucoup, seulement la moitié sont réformés sont réformés par rapport à la première décision. Vous voyez, ça fait très, très, très peu d'affaires qui sont dont le sens du jugement a été modifié en appel. Donc, ça veut dire globalement que les justiciables acceptent les décisions qui sont prises par le tribunal. Donc, voilà pour cette présentation rapide. Je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Moi, je voudrais rentrer dans le vif du sujet parce que c'est là le cœur de cette rencontre. C'est la difficulté des entreprises. Parce que nécessairement, on pense qu'elles vont arriver quand il va falloir commencer à rembourser les PGE. Ou si on replonge dans des difficultés liées au virus. Donc, il y a tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place par le législateur qui sont extrêmement intéressants quand ils sont pris suffisamment à temps. Et on se rend compte que dans ce cadre-là, les statistiques démontrent que plus de 70% des cas, la prévention, elle permet de passer les cas difficiles et de sauver les entreprises. Mais la plupart du temps, malheureusement, les gens arrivent trop tard. C'est pas un fait un peu français aussi, ça, de vouloir à tout prix ne pas utiliser les outils qu'on a à disposition parce qu'il y a une histoire d'image, sur cette notion d'un moment donné, il vaut mieux se mettre en protection et déclarer
Ce qui se fait couramment aux États-Unis, en Angleterre et en France. C'est un discours que j'entends depuis des années, mais personne ne le fait. La chef d'entreprise, parce qu'il y a cette notion d'image, de perception, ne va pas forcément prendre la bonne décision au moment pour ne pas se dévoiler en situation de faiblesse, quoi. C'est vrai. Et c'est dommage parce que plus il attend, et après, moins il y a finalement de fenêtres d'opportunité pour sauver l'entreprise. Et surtout en période de Covid, où là, le législateur, il a ouvert les vannes, il les a resserrées un petit peu depuis. Mais c'est vrai que là, il y a des dispositifs absolument incroyables qui permettent de sauver les entreprises. Et du coup, faut pas hésiter à les utiliser et ne pas attendre, parce qu'une fois qu'on arrive au bout, malheureusement, il n'y a plus grand-chose à faire, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que la loi, depuis longtemps, ça date pas de Covid, bien sûr, mais la loi, elle a confié aux tribunaux de commerce un rôle très important de prévention. C'est de prévention-détection, en fait, plus exactement. Donc, en fait, il y a plein de moyens il y a plein de points d'entrée, en fait, qui sont à la disposition du tribunal. Il y a des droits d'alerte qu'ont les commissaires aux comptes, les représentants du personnel, les associés, etc., qui peuvent saisir le tribunal en disant « Ouh là là, ça sent mauvais chez un tel ou tel ». Donc là, le tribunal est au courant de la situation. C'est jamais bon, ça. Il vaut mieux essayer d'anticiper un peu là-dessus. Il y a bien sûr des statistiques croisées. Nous, on se rend compte que quand on commence à avoir beaucoup d'injonctions de payer sur un dossier, quand on commence à avoir beaucoup d'inscriptions de nantissements, des inscriptions des privilèges, etc., à ce moment-là, on se dit oula, ça peut être problématique. Donc, avec des fichiers croisés, on extrait en fait des données et on convoque les chefs d'entreprise dans le cadre de la loi qui permet de faire de la prévention-détection. Certains viennent, c'est pas obligatoire, d'autres ne viennent pas. C'est embêtant quand ils ne viennent pas parce qu'il y a un PV et éventuellement derrière, en cas de faillite frauduleuse ou autre, ça pourrait se retourner contre eux, puisque nous on a joué notre rôle. Et voilà. Donc il y a tout un tas de choses qui sont mises en place au niveau de droits d'alerte et de signaux faibles qu'on a. Et à ce moment-là, ça peut être le tribunal qui prend l'initiative de convoquer le chef d'entreprise. Alors là, on est toujours en procédure qui n'est pas du tout collective ni publique. Enfin, c'est totalement informel. C'est une réunion qui va avoir lieu avec, la plupart du temps, un juge du tribunal qui est chargé de la prévention, ou le président ou la présidente du tribunal. Si c'est un gros dossier ou s'il y a un enjeu particulier, c'est la présidente qui va convoquer. Quand on voit qu'il y a beaucoup de salariés, quand on voit qu'il y a beaucoup d'enjeux, des alertes importantes, des alertes 440, des alertes du commissaire aux comptes, par exemple, là, on va faire attention et c'est la présidente qui va convoquer le dirigeant. Mais ça reste totalement confidentiel. Ça ne sort pas du bureau du tribunal. Donc, ces signaux, ces droits d'alerte, on va les traiter dans le cadre d'une petite audience de prévention, comme je vous dis, à huis clos, personne ne sait. Et on va exposer au chef d'entreprise toutes les pistes qui sont valides. Évidemment, il n'est toujours pas en passation des paiements, il continue, il doit commencer à avoir des difficultés de trésorerie, ou il a un conflit dont il sait que potentiellement ça va le générer dans quelques semaines, dans quelques mois, un point de blocage, etc. Et on va essayer de lui proposer différents... on n'est pas dans un rôle de conseil, on va dire voilà ce qui s'offre à vous par rapport à ça. Donc plus c'est pris tôt, et plus on a le choix. Et plus on attend, plus le choix serait... Après, on revient à la procédure collective. Et si vraiment on n'a plus du tout le choix, boum, c'est la liquidation judiciaire. Et justement, par exemple, aujourd'hui, comment on fait pour saisir le tribunal en disant j'ai besoin d'être accompagné, j'ai besoin d'être guidé Alors, ça peut être à l'initiative du chef d'entreprise, tout simplement en écrivant en greffe, en disant j'ai besoin de rencontrer quelqu'un du tribunal, le président ou quelqu'un un juge chargé de la prévention. Ça, c'est aussi simple que ça. Et 3 jours après, vous avez un rendez-vous. C'est l'avantage du tribunal, c'est que chez nous, ça va très vite. On ne peut pas attendre. C'est pas comme un tribunal civil, un divorce ou quelque chose, ça peut attendre 2 mois, un mois de plus ou 6 mois, je ne sais pas. En matière économique, il y a des salariés, il faut décider. Donc nous, on est toujours contraints par la vitesse de décision. Ce qui n'est pas le cas forcément en contentieux général, mais en tout cas en traitement de la difficulté des entreprises, on va vite.
On va très très vite. Si par exemple vous devez malheureusement déclarer une attestation de paiement, c'est-à-dire déposer le bilan, jusqu'au vendredi soir, vous pouvez le faire, ou jeudi soir je crois, et le lundi vous êtes convoqué. Et votre entreprise, le lundi soir, elle est déclarée en attestation des paiements ou pas. Donc ça va, c'est quelque chose qui va très très vite. Donc j'insiste encore une fois sur ces mesures de prévention-détection à travers les signaux d'alerte, à travers donc les statistiques croisées que nous avons. Ça c'est à l'initiative de tiers ou à l'initiative du tribunal, mais comme tu disais, Mariam, ça peut être aussi à l'initiative du chef d'entreprise qui saisit le tribunal par un simple courrier ou un mail au greffe en disant voilà, j'ai des difficultés, je voudrais rencontrer un juge de la prévention. Alors ça va très très vite. Quand le faire? Évidemment le plus tôt possible. Hein. Et comment est-ce que je peux me rendre compte que j'ai des difficultés? Parce que c'est pas toujours évident de jauger si j'ai besoin d'aller voir le tribunal ou pas. Il y a un outil qui a été fait que je trouve vraiment super bien fait. On pourra le mettre en lien ou en information un peu plus tard. C'est sur le site d'Infogreffe, ça s'appelle prévention.infogreffe.fr. Et là, il y a un questionnaire qui est très rapide à faire, qui pose 10 questions, 15 questions. Prévention.infogreffe.fr. Est-ce que j'ai dû retarder les paiements de certains fournisseurs? Est-ce que la banque m'a coupé mon découvert? Oui ou non? Est-ce que j'ai un conflit d'associés? Oui ou non? Est-ce que j'ai tel ou tel truc? Et le système, automatiquement, va donner une première piste en disant allez voir quelqu'un au tribunal, ou c'est pas le moment, c'est pas le moment pour l'instant. Donc déjà, c'est un premier outil qui a été très bien fait, mais même, il vaut mieux venir pour rien plutôt que de ne pas venir du tout. Il n'y a jamais d'attente, c'est des rendez-vous à heure fixe, ça va prendre un quart d'heure, 20 minutes, plus si vous avez besoin. Ce sont des chefs d'entreprise qui vont vous recevoir. Donc, ce n'est pas des fonctionnaires, ce n'est pas des gens qui sont contraints par d'autres obligations, et ce sont des chefs d'entreprise volontaires qui sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Et donc, forcément, il y a une qualité d'écoute qui est différente, et on pourra... ça ne coûte rien, c'est gratuit évidemment, ça pourrait être fait très rapidement. Donc, du coup, excuse-moi Nicolas, mais je pense que tu disais Jean-Pierre par rapport à la confidentialité, parce qu'on reste quand même dans cette société où la confidentialité est importante. Est-ce que les chefs d'entreprise n'osent pas non plus y aller parce que de peur, on est dans un petit écosystème économique, que ça se sache d'une manière ou d'une autre? Oui. Bon, alors là, évidemment, tout ce qui rentre au tribunal reste au tribunal. On a prêté serment quand même, ça c'est très important. Il y a une confidentialité absolue. Les dossiers qui ne sont pas en procédure collective, nécessairement, ne sont pas publics. Donc, les gens qui vont être concernés, c'est le juge de la prévention, éventuellement la présidente et le greffe. Point final. Ça fait 3 personnes. Donc, dont 2 juges qui ont prêté serment. Donc, les risques sont vraiment très peu... Il n'y a pas de risque que ça sorte. Nous, on a un risque pénal, par contre, clairement. Si c'est prouvé, donc on ne s'amuse pas à ce genre de choses. C'est vraiment... ça fait partie de la déontologie. On a des journées de formation. On a vraiment un code de déontologie très important. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de risque, clairement. C'est très, très confidentiel. Donc, l'issue de cet entretien, c'est effectivement soit... On va proposer un certain nombre de mesures que je vais détailler un peu après. On va peut-être fixer un suivi. C'est peut-être un peu tôt, mais on peut se revoir dans 3 mois. C'est vraiment ultra souple. Ça se passe comme un conseil, c'est gratuit, et on a l'habitude après. Hein. On peut vous conseiller aussi d'aller voir de la même manière un mandataire judiciaire qui ont développé aussi des offres d'aide, de conseil. Donc, ça fait un deuxième éclairage. C'est gratuit. Le premier conseil est gratuit. Donc, vous avez un premier regard qui est donné par un juge du tribunal, mais vous pouvez aussi aller voir un mandataire judiciaire, ceux qui traitent justement de la difficulté des entreprises une fois qu'elles sont passées de l'autre côté, soit la protection de la justice. Donc, ils ont vraiment l'habitude. Ils peuvent vous donner un second regard pour vous dire, moi, je serais vous, je ferais plutôt telle ou telle chose. Ça va vous aider à choisir la procédure, la voie pour sortir des difficultés d'entreprise. Donc, première étape, prévention-détection, rencontre avec un juge ou la présidente du tribunal qui va donner un certain nombre de choses. Et on peut aller encore au-delà en voyant un mandataire de justice qui reçoivent gratuitement. Pour l'instant, je n'ai pas déboursé un centime.
c'est quand même important de le dire parce que très souvent, moi, j'entends dire « Ah oui, mais un mandataire de justice, ça coûte cher. » Oui, ça peut-être, mais en attendant, jusqu'à maintenant, ça n'a rien coûté. Et plus on prend tôt, vraiment, on a des chances de sauver l'entreprise. Vraiment. Donc, une fois qu'on a pris ça, bon, si les difficultés continuent à s'aggraver, si elles surviennent, si on pense qu'effectivement, il y a des risques d'être en état de cessation des paiements, on va d'abord passer par une phase amiable. D'accord ? C'est-à-dire que il y a principalement 2 dispositifs qui ont été prévus par le législateur et qui permettent de manière également confidentielle, amiable, on va dire, c'est-à-dire non publique, non collective. Ça ne s'applique pas à tout le monde, ça s'applique uniquement d'essayer de régler une difficulté. Hein. Donc, on saisit, il s'agit du mandat ad hoc et il s'agit d'une procédure de conciliation. Donc, en ce moment-là, on saisit officiellement la présidente du tribunal et on demande la nomination d'un mandataire ad hoc ou d'un conciliateur. Ce sont des procédures qui sont assez proches, on va dire. Il y a quelques nuances juridiques qui sont importantes, mais bon, à ce stade-là, c'est pas le plus significatif. Mais on va dire qu'un mandataire va être nommé un mandataire judiciaire qui va venir dans l'entreprise, constater là où les difficultés et effectivement aider le chef d'entreprise à les régler. Alors souvent, c'est une grosse dette à renégocier avec un créancier qui visiblement n'accepte pas un échéancier. Et le fait qu'il y ait un administrateur ou un mandataire judiciaire qui va négocier, ça a beaucoup plus de poids que si on devait discuter soi-même avec son banquier pour dire bah, attends, là, la dette, j'aurais besoin de l'étaler pour telle ou telle raison. Ça apporte du poids, ça aide la discussion. Et donc, c'est beaucoup plus simple. C'est de la même manière quand il y a un conflit d'associés qui peut conduire éventuellement à une défaillance d'entreprise, le mandataire va vraiment tenter de concilier les parties, trouver un axe pour sauver. C'est exactement la même chose pour la conciliation. Là, ça veut dire que l'entreprise peut être potentiellement déjà en état de cessation des paiements, mais avant qu'on aille dans une procédure collective où tous les créanciers seraient impliqués, donc ça serait sur la place publique en quelque sorte, là, même en étant en état théorique de cessation des paiements, on peut, avec un conciliateur, régler un problème de dette avec un gros créancier et tenter d'étaler la dette. Voilà. Donc ça, ce sont des mesures amiables qui se font de gré à gré et qui peuvent faire l'objet ensuite d'une homologation par le tribunal des décisions qui auront été prises dans le cadre de ces procédures amiables. Et on n'est toujours pas en procédure collective, pour le coup, et le mandat ad hoc à la conciliation faut l'objet d'honoraires, bien sûr, par les mandataires judiciaires, mais il y a toujours des conventions qui sont signées avant. Quand c'est pas quelque chose, on ne sait pas où on va, le mandataire judiciaire va faire une requête auprès de la présidente du tribunal en lui disant, ben voilà, je voudrais accompagner, on peut choisir, le chef d'entreprise peut choisir son mandataire. Je voudrais accompagner la société, qu'elle expose telle et telle difficulté. Évidemment, il faut argumenter un petit peu pourquoi on pense que ça. Alors, même si on anticipe un problème, dire voilà, je vais perdre ce gros contrat et je vais me retrouver en grosse difficulté économique parce que je sais que je ne vais plus avoir d'activité, ça va se passer dans 6 mois, ça peut faire l'objet effectivement d'un mandat ad hoc pour commencer à... Vous voyez, plus on anticipe là-dessus, et plus c'est facile, quoi, parce qu'on a un peu plus de temps et on peut réagir, on peut trouver des solutions. Moi, j'ai une question. Est-ce que si on passe sur cette procédure-là, ça facilite justement les négociations avec les organismes sociaux, l'État, ou est-ce qu'en utilisant une voie directe, ça revient au même? C'est-à-dire que si on passe par un mandat ad hoc, on ne va pas informer la terre entière, sinon ça va devenir une procédure collective. On va traiter les dettes en question, soit les impôts, l'URSSAF, des choses comme ça, sur lesquelles est-ce que ça amène un... Oui, alors si c'est essentiellement des dettes fiscales et sociales, on peut tenter le mandat ad hoc, ils ne sont pas très souples, mais bon, avec le Covid maintenant, vous voyez, l'URSSAF, par exemple, n'assigne plus. On peut tenter, c'est plus facile avec des dettes privées, des dettes bancaires. Mais il n'y a pas de raison, c'est un créancier comme un autre, mais souvent, jusqu'à maintenant,
les créanciers publics étaient beaucoup plus stricts, mais on peut les faire rentrer tout à fait dans le cadre de en argumentant bien le schéma, dans le cadre de ce dispositif. Évidemment, si on commence à faire rentrer beaucoup de créanciers dans la conciliation de mandat ad hoc, ça devient public en quelque sorte, et là, c'est plus délicat. Donc, il faut cibler peut-être des créanciers avec des grosses difficultés, des gros encours par exemple, ou si c'est un conflit d'associés, voilà, c'est beaucoup plus simple, c'est plus restreint. Voilà. Donc c'est très souple comme dispositif, et justement dans le cadre de cette rencontre avec les mandataires préalablement à toute demande donc de mandat ad hoc ou de conciliation, permet de voir la stratégie qu'on va adopter pour présenter ce mandat auprès du tribunal. Et auprès des créanciers. Quels créanciers sont concernés, comment je vais articuler ça, etc. Donc, toute la stratégie va être faite à ce moment-là de façon, encore une fois, gratuite. C'est une fois qu'on a le mandat que là, les honoraires sont payés. Donc évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut quand même prouver des difficultés financières, c'est évident, ou il faut qu'il y ait une situation de blocage. Un blocage, principalement, c'est des conflits d'associés. Donc il faut rencontrer des difficultés qui sont existantes ou des difficultés qui sont prévisibles. Et du coup, ça peut être par exemple un client défaillant, on sait que le client ne va pas nous payer parce qu'il a déposé le bilan. Ah là, on voit venir des difficultés, hop, on peut tout de suite aller voir le tribunal en disant bon, moi je vais à mon tour être confronté à des difficultés, est-ce que je peux commencer à discuter avec certains de mes créanciers compte tenu de ça? Et le poids du mandataire et le poids éventuellement d'une homologation du tribunal, évidemment, ça s'oppose après à tous les créanciers. Donc c'est pour ça que c'est très important de passer par cette procédure, ces mesures amiables. Voilà. Donc ça, c'est l'étape disons, la moins douloureuse, on va dire, parce qu'ensuite, effectivement, si malheureusement ces deux procédures amiables qui ne permettent pas de faire face aux difficultés, eh bien là, on arrive dans le cadre des procédures collectives. Donc les procédures collectives, bon là, évidemment, c'est souvent mal vécu, mais c'est dommage parce que quand c'est pris à temps, encore une fois, ça peut... c'est tout à fait possible de sauver les entreprises. Donc là, il y en a de plusieurs natures, bien sûr. Moi, je vous les rappelle rapidement, mais je pense que vous les connaissez. Il y a la sauvegarde, qui est une espèce de redressement judiciaire, enfin le Canada Dry du redressement judiciaire, en fait. La grosse différence, c'est qu'il ne faut pas être en état de cessation des paiements. Je me rends compte que je vais avoir une difficulté dans 2 mois, dans 3 mois, pour payer les salaires, pour payer les fournisseurs, parce que j'ai perdu un contrat ou autre. Je me mets en sauvegarde. Principalement, ça va faire quoi? Ça va figer mes dettes. Bon, ça fige totalement mes dettes. Là, je me donne un coup de respiration. Donc, l'idée, c'est effectivement de permettre de reconstituer de la trésorerie, ou en tous les cas, d'anticiper sur le trou de trésorerie qui va se passer dans quelques temps. Okay, donc, c'est ça l'idée, que ce soit de la procédure collective, que ce soit en redressement judiciaire ou la sauvegarde. Je bloque mes dettes. Et du coup, j'ai un passif, une espèce de conteneur de toutes les dettes qui vont être retraitées par la suite, on va voir comment, et je repars à quelque sorte à zéro. Donc évidemment, il ne faut pas arriver là avec rien dans les caisses, parce que c'est quand même, il va falloir quand même un tout petit peu. Mais c'est quand même très important parce que tout d'un coup, beaucoup d'air à l'entreprise, et ça va lui permettre de reprendre son souffle, quoi, en quelque sorte. Excusez-moi, la procédure de sauvegarde, c'est qui la déclenche? C'est le tribunal directement? C'est l'entrepreneur? C'est l'entreprise. Moi, je veux me mettre en... Exact. C'est une déclaration de sauvegarde. Ça peut ouvrir un parapluie avant que Alors après, en ce qui concerne la procédure, là, c'est effectivement, c'est le chef d'entreprise qui va se déclarer en sauvegarde. Pour le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire, ça peut être aussi, bien sûr, ça peut être le chef d'entreprise. Je me déclare en redressement judiciaire. C'est très facile, c'est une page A4 à remplir. Mais ça peut être aussi sur assignation de créanciers. Moi, je vous assigne parce que vous n'avez pas payé mes dettes et je considère que vous êtes en état de cessation des paiements. Donc, je vous assigne en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. Mais pour la sauvegarde, effectivement, ça vient, c'est le chef d'entreprise qui va saisir le tribunal en se déclarant en sauvegarde. Il n'est pas en état de cessation des paiements d'ailleurs, puisque sinon, c'est du redressement judiciaire. Il ne faut pas être en état de cessation des paiements pour être en sauvegarde.
c'est quelque chose d'assez souple. Vous pouvez choisir votre mandataire, ce qui n'est pas le cas dans le redressement judiciaire. Mais si vous êtes bien avec un mandataire que vous connaissez, vous pouvez choisir votre administrateur judiciaire qui va vous aider à rétablir la santé économique de l'entreprise. En ce qui concerne la procédure collective de redressement judiciaire, ben là, encore une fois, soit sur déclaration du chef d'entreprise ou sur assignation. Là, la plupart du temps, sont nommés un administrateur judiciaire qui va gérer l'entreprise et un mandataire qui va plutôt s'occuper du passif. L'administrateur, il va essayer de voir l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait avec l'entreprise? Et le mandataire, il va plutôt regarder le passé, mes dettes, enfin les dettes de l'entreprise et comment je les gère. Et une fois qu'on est qu'on est dans la phase de procédure collective, sauvegarde ou redressement judiciaire, là, on va rentrer dans une période d'observation qui est en général de 3 mois, mais qui peut être renouvelée jusqu'à 1 an. Et puis ensuite, avec l'accord du parquet, du procureur de la République, on peut rajouter encore 6 mois. Donc, on est en observation. L'entreprise va payer ses charges courantes, mais on a toujours le passif qui est figé, en quelque sorte. Et là, le rôle de l'administrateur et du mandataire judiciaire, ça va être effectivement, bien sûr, d'évaluer ce passif. C'est pour ça qu'on fait des déclarations, les créanciers font des déclarations, et de trouver une voie d'issue qui permet à l'entreprise de se redresser. Alors, ça va être soit par l'adoption d'un plan de redressement, un plan de sauvegarde, un plan de redressement judiciaire, soit par une cession, un plan de cession, on va vendre l'entreprise, soit malheureusement, l'issue la plus fatale, un plan de liquidation. Donc voilà un peu comment ça s'organise. Et donc, une fois qu'on est dans cette procédure collective, le mandataire va faire l'évaluation des dettes, du passif, et avec l'administrateur et le chef d'entreprise, on va travailler à un plan de sortie en étalant, par exemple, les dettes sur 10 ans, voire plus. Maintenant, avec le Covid, on a eu des opportunités d'aller jusqu'à 15 ans pour étaler les dettes, avec des conditions très intéressantes, avec oui, c'est tout petit dividende au départ, c'est tout ce qu'on paye tous les ans. Donc, vous pouvez par exemple payer que 1 ou 2 ou 3% les premières années et puis reporter les grosses échéances. Mais enfin, on peut obtenir beaucoup de choses. Et puis après, ça évidemment, ça s'impose à tous les créanciers. Bon, évidemment, après, il y a un traitement différencié de certains créanciers, les privilégiés, les salaires, etc. Mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais d'une manière générale, les gros créanciers, notamment les banques, etc., ça s'impose à elles comme pour les autres. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant dans le cadre de procédure collective, c'est que, bon, certes, c'est pas facile parce que se déclarer en état de cessation des paiements, en redressement judiciaire, bon, c'est pas une bonne publicité pour l'entreprise. Mais d'un autre côté, ça va lui donner un énorme coup d'air et repartir sur des bases qui sont saines avec, effectivement, un plan de remboursement qui peut être très, très allégé dans les premières années, et ensuite renforcer une fois qu'elle s'est refaite, que sa situation financière est revigorée, quoi. Et la plupart du temps, le juge, il va forcément donner son avis sur ce plan. D'accord ? Il va dire, bah oui, mais non, mais là, vous exagérez. Il va écouter toutes les parties. Il va écouter les représentants du personnel. Il va écouter les créanciers. Il va écouter tous les tiers. Forcément, il va se faire une idée. Est-ce que j'accepte ou pas ce plan ? Et là, il va être forcément guidé par la sauvegarde des emplois et la sauvegarde des entreprises. Donc, la plupart du temps, l'alternative, ce serait quoi ? Ce serait la liquidation. On va dire, bah non, là, on va pas liquider l'entreprise, même si on nous propose des choses qui nous paraissent vraiment incroyables, bah, on est obligé d'y passer, quoi. Donc, vraiment, la loi est suffisamment souple, et encore plus depuis le Covid, pour pouvoir effectivement, soit à travers des mesures amiables, sans que ce soit public, soit à travers des mesures, des procédures collectives, avec un plan de redressement derrière suffisamment souple pour pouvoir se donner de l'air et repartir sur des bonnes bases. Et après, sur 10 ans, vous sortez de la procédure collective, vous redevenez, comme on dit, in bonis,
vous travaillez normalement, sauf que tous les ans, eh ben, vous allez payer ce qu'on appelle le dividende, au lieu que ça vienne aux associés, ça revient à ce qu'on appelle la procédure. Et la procédure, elle, ensuite, va le redistribuer à tous les créanciers en proportion de leur rang, en proportion de ce qu'ils ont, de leur créance. Et quand tu es dans ce type de procédure, typiquement, pendant 10 ans, si tu dois aller rechercher de la dette parce qu'à un moment donné, tu as besoin d'argent ou quoi que ce soit, comment ça se passe au niveau de la relation avec les banques? C'est sûr que la banque a un risque d'être un petit peu plus frileuse, mais bon, le fait de sortir d'une procédure collective, et puis peut-être qu'elle voit qu'au bout de 2-3 ans, tu payes ton dividende correctement tous les ans, que par rapport à ton business plan, ça se passe même plutôt bien, qu'en plus du dividende, tu arrives à sortir du résultat. Parce que finalement, le dividende, ça devient comme une charge, quoi. C'est exactement comme une charge, des frais fixes que tu as tous les ans pendant 10 ans. Si tu arrives à rembourser sur 5 ans, tu rembourses, hein, c'est pas un problème. On a parfois ce qu'on appelle des extinctions de passifs, où les entreprises viennent au tribunal pour qu'on constate l'extinction du passif. Alors là, presque on débouche l'emprunt, mais ça arrive assez souvent, hein, où elles ont été capables de rembourser leur passif parce que justement le tribunal leur avait donné de l'air pour faire face à une difficulté passagère, un contrat perdu, je sais pas moi, un prud'homme parfois, un prud'homme qui coûte très cher, qui vont coûter 100 000, qui risquent de mettre la boîte par terre. Là, ça permet d'étaler le truc. Okay. Donc, voilà, et si malheureusement on n'arrive pas à trouver d'issue, eh bien là, on va, si la situation en fait, est irrémédiablement compromise, là, nécessairement, on va aller plutôt vers la liquidation judiciaire. Bon, là, après, on va liquider l'entreprise, on va vendre les actifs petit bout par petit bout, ce qui reste en tout cas. Une question, quand on parle de racheter l'entreprise à la barre du tribunal, c'est à quel moment? Ça peut intervenir à plusieurs moments. Alors, quand on est en liquidation judiciaire, on va plutôt racheter des actifs. D'accord? Donc, on peut éventuellement racheter des machines. Alors, on rachète très rarement des dettes. Hein. Alors, moi, des chefs d'entreprise qui rachètent des titres, parce que c'est ça en fait, soit tu rachètes des actifs ou des titres d'entreprise qui est en procédure collective. Bon, là, c'est plus parce que tu rachètes les dettes en fait. Tu vois, donc, c'est pas évident quand on est en procédure collective de racheter des titres. Donc, souvent, les entrepreneurs vont proposer, qui sont en redressement judiciaire, qui ont trouvé un acheteur, ils vont vendre des actifs dans le cadre d'un plan de cession et la structure est vidée de sa coquille. La structure qui est en redressement judiciaire, pouf, elle tombe. Donc celle-ci, elle est liquidée en quelque sorte. Mais quand on est encore en procédure collective, avec tous les actifs qui sont là, moi, acheteur potentiel de la société en redressement judiciaire, je vais proposer une offre, d'accord, qui d'ailleurs est publique. Je dis voilà, cette société, elle m'intéresse, et voilà ce que je vais reprendre. Je vais reprendre X contrats de travail. Je vais reprendre le nom. Je vais reprendre les stocks. Je vais reprendre certains baux. Je vais reprendre certains crédits éventuellement ou certains contrats. Et mon offre se limite à ça. D'accord ? Donc ça, c'est le premier offre que j'ai. Il peut y avoir un deuxième acheteur qui va faire une offre. Moi, je vais reprendre, au lieu de prendre 50 contrats de travail, j'en prends 65. Mais par contre, je vais payer beaucoup moins mon prix d'acquisition, par exemple, du fonds de commerce. Voilà. Et donc, ensuite, le mandataire, quand il va revenir à la barre du tribunal, il va présenter les différentes offres qui sont proposées pour l'entreprise en redressement. C'est le juge. Et c'est les juges, il y en a 3, à qui vont donner. Et ils vont avoir l'opportunité soit de dire je le donne à tel candidat cessionnaire, à tel acheteur, parce que soit effectivement il va proposer plus de reprises d'emploi, même si le prix est moins intéressant, mais il va sauvegarder plus d'emplois. Soit je vais donner à tel autre, soit, c'est rare qu'on aille dans ce sens-là, parce que vous imaginez les conséquences, soit on part à la liquidation. Non, on ne peut pas continuer, parce que visiblement, si l'entreprise ne peut pas être redressée, on va proposer soit un plan de cession, soit une liquidation. Donc, c'est toujours délicat hein, quand on se retrouve face à une décision comme ça. Mais donc, quand l'entreprise est en redressement judiciaire,
le chef d'entreprise, il va tout faire pour essayer de redresser et proposer un plan de redressement. Mais vous, en tant que concurrent tiers, vous avez tout à fait la faculté de saisir l'administrateur judiciaire et de dire « Attendez, cette entreprise, elle m'intéresse, je vais faire une offre. » Même si le chef d'entreprise n'est pas d'accord. Pendant la période de redressement. Pendant la période de redressement. Je vais faire une offre. Elle m'intéresse. Donc, je demande au tribunal d'examiner comme alternative une offre de cession que je vais faire, que je vais reprendre. Donc, en gros, on pourrait très bien avoir le chef d'entreprise qui dit moi, je veux redresser la boîte, je vais payer les dettes sur 10 ans. Je vais peut-être dire je vais payer que 60% des dettes, parce que ça, on peut le faire aussi, réduire le montant du passif sur 10 ans. Et on va avoir à côté de ça un autre chef d'entreprise ou un autre tiers qui va dire moi, je vais garder la moitié des emplois, je vous offre 500 000 euros pour les créanciers, peut-être qu'il y avait 3 millions de passifs, je vous offre 500 000 euros pour les créanciers, je vais conserver 65 emplois et je vais investir en plus 2 millions d'euros pour relancer parce que j'ai telle activité qui est complémentaire et je vais repartir, etc. Quand c'est une très grosse boîte très connue qui vient vous voir, on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. Donc on a le choix, les juges vont avoir le choix entre un plan de redressement proposé par le chef d'entreprise, qui va rester seul, qui va se débrouiller tout seul, et ou un plan de cession à un tiers. Alors, parfois, il y a plusieurs tiers, parfois, donc c'est toujours plus compliqué. Et par exemple, dans ce cas-là, si tu sais que si le chef d'entreprise peut ne pas être d'accord pour vendre à cette société concurrente. C'est plus lui qui décide. Quand tu te places sous la protection de la justice, tu ne décides plus. D'accord. Voilà. Tu n'es plus décisionnaire. Non. Clairement, non. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Ton avis va compter beaucoup. Évidemment. Après, mais c'est plus toi qui décides. Clairement, c'est le tribunal qui décide. On va beaucoup s'appuyer sur les recommandations, parce qu'après, il faut rentrer dans le détail. Le juge, dans le détail des calculs, de l'évaluation des offres, etc. Et donc, on s'appuie sur les mandataires qui vont faire des comparatifs. Voilà l'opportunité A, l'opportunité B, l'opportunité C. Ensuite, les juges vont se retirer en délibéré et très vite, en 48, 72 heures, vont apporter un jugement. Donc, délibérer et ensuite décider. Et si c'est toi, en tant que dirigeant, qui amène une entreprise qui souhaite te racheter et que tu es en redressement? C'est encore mieux. Ça veut dire que tu acquiesces. Et donc, à ce moment-là, c'est plus facile. Mais après, ce qui va se passer, c'est que les juges vont souvent demander au mandataire, dans le cas du jugement de redressement judiciaire, éventuellement, si une cession est envisagée, vont demander au mandataire de faire de la publicité. On va dire, attendez, là, OK, on envisage de vendre, vous me faites de la pub. Et à ce moment-là, il y a de la pub qui paraît dans des journaux spécialisés, sur les sites des mandataires, parce qu'on veut effectivement faire connaître au public qu'une entreprise est à vendre. Ça peut intéresser des tiers, c'est pas forcément. Et quand même, on va essayer de faire attention à respecter le droit des créanciers, parce que derrière, il y a plein d'entreprises qui ont prêté ou qui ont fourni des services qui ne sont pas payés et qui risquent de jamais être payés. Donc, on veut aussi protéger les droits des salariés, des créanciers, de la société. On ne va pas faire n'importe quoi, parce que sinon... Alors, il peut amener évidemment un candidat, mais il ne faut pas que ce soit quelqu'un de sa famille. Évidemment, ça en fait. Il y a beaucoup de règles à ce niveau-là qui sont très importantes. Et quand tu es en sauvegarde, est-ce qu'en sauvegarde, tu peux ramener quelqu'un qui rachèterait ton entreprise? Oui, pareil. Et du coup, ça s'appliquerait de la même manière, sur les mêmes types d'enjeux? Oui, c'est le même type d'enjeu. Alors, en sauvegarde, il faudrait que je vérifie pour ne pas dire de bêtises, puisqu'on est... Non, mais ça serait pareil, il y a un plan qui serait adopté de la même manière. Donc, c'est exactement... Ça se passe de la même manière, effectivement. OK. Voilà. Sauf que ce n'est pas public, du coup. Ah, la sauvegarde, c'est public aussi. C'est public aussi? Oui, c'est public aussi. D'accord, OK. La différence principale, c'est qu'en sauvegarde, on n'est pas en état de cessation des paiements. On peut continuer à vivre normalement. Okay. Généralement, la procédure est plus rapide. Mais la sauvegarde, c'est juste, entre guillemets, pour étaler les dettes, pour te donner un souffle. Voilà. Mais on peut très bien envisager un plan de cession aussi, et ce n'est pas interdit. OK. Voilà, je crois que je vous ai dit le principal. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont... En conclusion, l'idée, c'est venez le plus vite possible quand vous commencez à sentir des difficultés. Ça ne coûte rien, c'est gratuit, il y a de l'écoute, il y a de la bienveillance toujours. On ne va jamais donner de leçons.
c'est vraiment comprendre, enfin, il faut comprendre ça, c'est que vous verrez, les gens qui vous reçoivent, ils sont très bienveillants et ils vont vous dire, bah non, mais là, ça risque d'être difficile, plutôt, il faudrait envisager ça. Faites-vous bien conseiller par vos conseils ou allez voir un mandataire. Et là, plus vous anticipez, et vous avez 70% de chances de sauver votre entreprise. Moi, c'est ça le message que je voudrais faire passer ce soir, c'est venez tôt, il y a plein de dispositifs super et on peut sauver les entreprises facilement comme ça.